Bonjour. Dans cette capsule présentée par l'Institut des troubles d'apprentissage, nous allons discuter de gestion de classe avec une grande spécialiste de la question. Donc, Mme Nancy Gaudreault, professeure chercheuse à l'Université Laval à la Faculté des sciences de l'éducation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. En enseignement, la gestion de classe, c'est une tâche d'une haute complexité et d'une grande importance. Puis souvent, on a tendance à associer la gestion de classe seulement à la gestion des comportements, mais je pense que ça va vraiment au-delà de ça. Vous qui avez beaucoup étudié la question, là, comment est-ce que vous définiriez la gestion de classe? En fait, il y a plusieurs définitions qu'on peut utiliser quand on veut définir la gestion de classe, mais pour moi, c'est l'ensemble des actions qu'un enseignant peut poser au quotidien, qui sont des actions, d'une part, qui devraient être réfléchies et non improvisées, qui peuvent être de nature séquentielle, donc qui vont donner vraiment une séquence logique qui va faciliter la construction de sens pour les élèves et à la fois simultanée parce qu'il y a plein de choses qui arrivent dans la classe qui ne sont pas nécessairement prévues. Donc, ça réfère vraiment à l'ensemble de ces actions-là qu'on va poser en classe qui vont nous permettre d'abord d'établir un climat favorable à l'apprentissage et ensuite de le maintenir ou de le restaurer si jamais il y a des difficultés qui apparaissent en cours d'année. OK, donc on a raison de penser que c'est quand même complexe, hein? Ça englobe beaucoup de choses. Mais puis en quoi est-ce que ça a une si grande importance, en fait, sur la réussite et l'évolution des élèves de maîtriser sa gestion de classe? Bien, en fait, la gestion de classe, ça a fait l'objet là, de centaines, voire de milliers de recherches un peu partout dans le monde. Et il y a un constat quand même international à l'effet que la gestion de classe est l'un des facteurs qui favorise le plus l'apprentissage, de par son influence sur la motivation, de par son influence sur la qualité des relations qui seront instaurées au niveau de la classe, donc principalement la relation maître-élève, oui, mais aussi les relations entre les élèves. Donc, c'est sûr qu'il ne suffit pas pour un enseignant de bien maîtriser la discipline enseignée. Il doit absolument maîtriser également sa gestion de classe, sinon on peut voir quand même des écarts assez importants au niveau des résultats scolaires chez les élèves. Donc, on comprend qu'il faut s'occuper de notre gestion de classe. Dans votre définition, vous parliez de plusieurs composantes dans la gestion de classe. En fait, ce n'est pas que la gestion des comportements, bien que ça l'inclue. Alors, quand on parle de gestion de classe, on peut parler de 5 grandes composantes. Alors, gérer les ressources, établir des attentes claires, développer des relations positives, capter et maintenir l'attention des élèves et intervenir face à l'indiscipline. Alors, pour chacune de ces composantes, est-ce que vous seriez en mesure de nous les décrire brièvement, mais surtout de nous partager une intervention incontournable à mettre en place en lien avec les composantes? Bien, pour commencer, quand on parle de gérer les ressources, ça fait référence à la gestion du temps, de l'espace, du matériel, la gestion aussi des ressources technologiques qui peuvent entrer dans les ressources matérielles en quelque peu, et également la gestion des ressources humaines. Donc, et les élèves font partie de nos ressources humaines. Un incontournable pour la gestion des ressources, il y en a plusieurs, mais si je dois en choisir un que je répète souvent aux enseignants, c'est vraiment en lien avec la gestion de l'espace, d'habiter l'espace, de circuler en classe, d'éviter de rester juste à l'avant de la classe ou derrière le pupitre parce que lorsque je m'installe à mon bureau et que les élèves sont de leur côté pendant plusieurs minutes, voire parfois 30 minutes, même des fois une période au complet, on voit vraiment un désengagement des élèves sur l'objet d'apprentissage. Donc ça serait un incontournable là, de vraiment circuler beaucoup en classe, d'habiter la classe. Pour la deuxième composante, établir des attentes claires, ça fait référence à l'établissement de règles de classe, de routine, l'enseignement de procédures, tout ce qui va me permettre de clarifier mes attentes auprès des élèves. Là aussi, il y a plusieurs incontournables, mais peut-être de porter attention à la formulation de nos consignes à l'oral et à l'écrit, principalement à l'oral, parce qu'on voit que les enseignants passent leur journée à transmettre des directives, des consignes aux élèves. Donc, je conseille d'utiliser les consignes de type alpha. Donc, avez-vous un exemple positif, puis après un contre-exemple, peut-être? Ah oui, tout à fait. Donc, une consigne alpha, ce sera une consigne qui est courte, qui est précise, qui nomme un comportement attendu et non un comportement défendu, qui va être formulé aussi avec une assurance
exercice qui va laisser voir aux jeunes, à l'élève, qu'on a la conviction qu'il coopérera. Parce que c'est sûr que si on y va avec un contre-exemple, si j'ai une consigne qui est trop longue ou floue, ou encore qu'on utilise du conditionnel, « Ah, j'aimerais que tu te mettes au travail avec un peu les épaules molles. » Ferais-tu, voudrais-tu? Ce serait plaisant si. Tout ce type de formulation-là montre un manque d'assurance chez l'enseignant. Et les élèves qui ont des difficultés de comportement le décèlent très rapidement. Et pour eux, ça ne prendra pas de temps qu'ils vont dire « Ah, ben j'ai peut-être pas besoin de suivre cette consigne-là. L'enseignant n'a pas l'air d'être sûr. » Donc, vraiment, si je vais avec un exemple très concret, dépose ton crayon, regarde-moi, viens prendre ta place, remets-moi ton travail. On voit que c'est court. Ça laisse pas place à discussion non plus. Hein? Non, et surtout pas à interprétation. Oui, vous avez raison. Parce que de dire « fais des efforts », on ne sait pas ce que ça veut dire faire des efforts. Mais ouvre ton cahier, cherche les mots dans le dictionnaire, utilise ton surligneur. On voit tout le monde le même comportement dans notre tête. Alors, pour faire des efforts, au lieu de dire faire des efforts, est-ce que je pourrais dire fais-moi 3 numéros? L'idée pour faire des efforts, faut vraiment que comme enseignant, je sois capable de décrire les comportements qui vont pour moi se traduire comme une marque d'effort. Donc, ça pourrait être de dire complète d'ici la fin du cours les 3 numéros. Exactement, OK. Donc, on voit la nuance qui est quand même assez importante. Hein? Bien, souvent, l'erreur, c'est d'utiliser à outrance le conditionnel ou encore les questions. Oui, en pensant qu'on leur laisse un choix, mais c'est pas là qu'on laisse des choix. Tu sais, on pose des questions, mais on veut pas de réponse. Comme qu'est-ce que tu fais? Mais on sait que l'élève fait rien en ce moment. Là. Donc, c'est mets-toi au travail plutôt que de dire qu'est-ce que tu fais. Pour la troisième composante, développer des relations positives, ça fait référence évidemment à toute la sphère relationnelle de la gestion de classe, donc relations maître-élève, mais également relations entre les élèves, aussi avec les parents et les autres partenaires qui peuvent influencer quelque part la gestion de classe. Oui, c'est un ensemble, c'est une grande famille éducative. Exactement. Puis, pour un incontournable, bien, c'est sûr que comme enseignant, de prendre le temps vraiment de bien connaître les élèves, de s'assurer que chaque élève ait un statut intéressant dans la classe. Un statut, ça veut dire d'être reconnu pour des forces. Donc, si j'ai des difficultés d'apprentissage, si j'ai des difficultés de comportement, j'ai pas juste des difficultés comme enfant. Nécessairement des forces. Oui. Exactement. Donc, c'est mon rôle aussi comme enseignant de les découvrir, ces forces-là. De les faire rayonner. Et de les faire rayonner en classe, exactement. Donc, de pas juste me pencher sur le programme, sur la discipline, mais aussi sur l'humain derrière l'apprenant. Et ça se fait au quotidien par toutes sortes de petits gestes, là, mais... Et c'est très puissant. Tout à fait. Pour la quatrième, tout ce qui porte sur, d'abord, capter l'attention des élèves et la rediriger sur l'objet d'apprentissage. Là aussi, il y a plusieurs actions intéressantes, importantes à poser, mais un incontournable, ce serait vraiment de s'assurer de maintenir l'intérêt, d'éviter les temps morts, d'éviter que nos périodes aient l'air de montagnes russes. Les longueurs, hein, les travaux trop longs. Exactement. Parfois, les tâches, on leur consacre trop de temps ou encore, on attend vraiment de voir un épuisement ou un désengagement avant de changer l'activité d'apprentissage. Et là, c'est difficile parce qu'au début, on les a captivés, on a capté leur attention. Là, tout le monde est, je dirais, là, tout le monde est vraiment motivé. Puis là, on se retire dans nos quartiers. Bien souvent, c'est dans ce temps-là qu'on fait cette erreur-là qui est combinée à la gestion des ressources de tout à l'heure. Et là, quand on voit qu'il y a un peu d'indiscipline, on réagit à l'indiscipline et là, soit qu'on donne des conséquences ou soit qu'on décide de changer d'activité, mais il y aurait eu lieu de le faire plus tôt. Avant, oui. Ouais. Pas que ce soit en réaction, mais en prévention. Exactement. OK, je comprends. Puis, bien, évidemment aussi, par rapport à ça, de tenir compte des intérêts, des capacités des élèves, ça va favoriser évidemment l'engagement. Pour la dernière composante, gérer les écarts de conduite ou les comportements difficiles en classe, ça fait référence évidemment à tout ce que je vais poser comme action, comme enseignant, lorsque j'observe des écarts de conduite dans ma classe. Donc, et là, il y a différentes approches qui peuvent... je dirais, me guider dans mes interventions. Alors, pour moi, un incontournable, c'est d'adopter une approche positive, de m'assurer que les élèves vont apprendre de mon intervention. Parce qu'il y a toute une différence entre contraindre à obéir et accompagner l'élève, le guider dans ses choix de manière à le responsabiliser. Vers un comportement qui sera positif. Exactement. On s'entend que le deuxième prend plus de temps. Oui.
mais parfois le premier, de donner une conséquence qui fait mal, de retirer de façon peut-être un peu rapide l'élève de la classe, ça peut régler le problème à court terme, mais l'élève n'en ressort pas plus compétent. Des fois, c'est très ancré en nous, l'aspect plus punitif, mais vous observez vraiment l'impact positif de l'autre intervention. Oui, tout à fait. Oui. Et là, il y en aurait beaucoup trop long à dire pour votre capsule, mais voilà. Alors, je vois que la gestion de classe, en fait, c'est complexe, ça englobe beaucoup d'aspects. C'est pas pour rien, en fait, que c'est une source de stress pour plusieurs enseignants. Un enseignant qui voudrait améliorer sa gestion de classe, qu'est-ce qu'il peut faire? Vers quelles ressources il peut se tourner? Heureusement, il y a plusieurs possibilités. Oui. Un peu comme les élèves, les enseignants, lorsqu'on est en situation d'apprentissage, nous aussi, on apprend de différentes façons. Donc, de là, l'importance d'offrir aux enseignants la possibilité de soutenir leur développement professionnel continu via une multitude de modalités. Donc, dans un milieu scolaire, je pense que le rôle des directions d'établissement, des professionnels, c'est de faire valoir ces modalités-là. Donc, pour les enseignants qui sont en exercice, bien sûr, il y a toujours la possibilité de participer à des colloques, des congrès, à des conférences, exactement. Mais il y a aussi la possibilité de poursuivre des formations créditées au deuxième cycle à l'université. Il y a les formations en ligne comme les MOOC, qui sont les formations en ligne ouvertes à tous, offertes gratuitement par les universités qui peuvent être intéressantes parce que ça nous donne la possibilité de le faire à la maison. Mais j'insisterai sur la collaboration avec les pairs. Donc, il y a toutes les formes d'assistance par les pairs où on va retrouver le mentorat, on va retrouver l'observation des pratiques en classe. Malheureusement, c'est peu exploité dans nos écoles québécoises. Donc, d'aller observer comment, de votre côté, vous enseignez et vous allez venir observer comment j'enseigne. C'est excessivement riche. En observant les pratiques de nos collègues, comment ça peut nous donner des idées à nous et favoriser le transfert. Il y a un recul aussi, puis un petit peu d'analyse de nos propres comportements. Tout à fait. Dans l'action, parfois, on n'analyse pas ce qu'on fait. Exactement. Ensuite, ça peut être de participer à des communautés d'apprentissage, communautés de pratique qui existent dans plusieurs commissions scolaires, dans plusieurs écoles, donc d'être ouvert à ça. Après ça, il y a tout ce qui traite de l'assistance professionnelle. Donc, d'aller consulter le psychologue, psychoéducateur de notre école, discuter avec l'orthopédagogue aussi de situations qui nous préoccupent, de leur demander s'ils veulent, s'ils acceptent de venir observer nos pratiques, de nous donner une rétroaction. Ça peut être de participer à des équipes de résolution de problèmes, à des études de cas. Tout ça, c'est des formes de formation, pas de formation, mais de soutien au développement professionnel continu. Faut penser aux lectures aussi. Oui, on peut même se filmer nous-mêmes pour faire des vidéoscopies puis regarder de quelle façon je m'y suis pris dans cette leçon-là. Comme enseignant, on n'a pas besoin de demander l'autorisation aux parents pour se filmer nous-mêmes, pour nous critiquer nous-mêmes. Ça prend le courage, mais on peut se regarder en cachette tout seul dans la porte barrée pour pas que personne ne voit notre vidéo. Mais bref, on voit qu'il y a une multitude de dispositifs. Oui, mais... Plusieurs auxquels je n'aurais pas pensé, c'est parce que... Donc, il y a beaucoup d'avenues possibles. À l'Institut des troubles d'apprentissage, nécessairement, on s'intéresse aux apprenants qui sont en difficulté ou en troubles d'apprentissage. Est-ce que vous voyez un lien entre ces difficultés ou ces troubles-là et la gestion de classe? En fait, quand on parle d'adopter une bonne gestion de classe, on pense à tous les élèves de la classe. Donc, exactement. Alors que l'élève ait ou non des difficultés d'apprentissage ou des difficultés de comportement ou un handicap, peu importe, c'est essentiel qu'on adopte une bonne gestion de classe. Ce qu'on va retrouver parfois, c'est qu'un élève qui va avoir des difficultés d'apprentissage, s'il évolue dans une classe qui n'est pas bien gérée, déjà en ayant de la difficulté à réaliser les tâches scolaires qui lui sont demandées. Si les consignes ne sont pas claires, si la relation est ordinaire... Si le contexte n'est pas positif. Exactement. À la de ce que vous nommiez comme incontournable. Tout à fait. Là, à ce moment-là, on va souvent voir apparaître également des difficultés de comportement. Et là, c'est un peu là fou la poule, où on va se dire, bon, est-ce que l'élève a les difficultés de comportement qui ont amené les difficultés d'apprentissage ou l'inverse? Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, je dirais, aborder l'élève dans sa globalité, puis mettre toutes les chances de notre côté pour lui procurer, pas toutes les chances de notre côté, mais plutôt mettre tous les facteurs, les conditions pour favoriser sa réussite scolaire, tant sur le plan
justement de la réussite scolaire proprement dite, mais aussi de son développement social, de ses habiletés sociales, de son intégration au sein de la classe. En tout cas, moi, je suis convaincue. Maintenant, est-ce que c'est très différent selon que nous sommes enseignants avec des tout-petits ou des étudiants universitaires ou au cégep ou des apprenants plus grands? Est-ce qu'il y a une approche différente? Bien, lorsqu'on parle de gestion de classe, en se basant sur le modèle dont il a été question aujourd'hui avec les 5 composantes, on voit que c'est transversal. À partir du moment où j'ai à gérer un groupe d'élèves, qu'on soit au préscolaire, primaire, secondaire, collégial ou universitaire, tout enseignant devra se préoccuper de comment il gère ses ressources, comment il établit ses attentes, quel genre de relation il établit avec ses élèves, comment il favorise l'engagement, puis évidemment, comment il gère les écarts de conduite. Alors moi, pour avoir enseigné au primaire, au secondaire et maintenant à l'université, j'applique la même affaire partout. C'est sûr que le niveau de langage n'est pas le même, les attentes ne sont pas les mêmes, puis le niveau de relation à développer, bon, se fait différemment. Mais les composantes... Tout à fait. Ça se trouve être les mêmes préoccupations qu'un enseignant devrait avoir. Bien, je vous remercie infiniment pour cette belle collaboration. C'est beaucoup plus clair pour moi et certainement pour nos auditeurs. Donc, qu'est-ce que la gestion de classe? Donc, bien, merci beaucoup. Merci à vous.